Bonjour Isabelle et bonjour pour tous les spectateurs. Donc aujourd'hui, on est ici dans le cadre des interviews de l'Académie du Sans Gluten pour pouvoir parler de gluten et l'invité du jour, c'est Isabelle Descamps. Alors Isabelle, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour à tout le monde. Je suis Isabelle Descamps, diététicienne depuis 20 ans spécialisée dans le diabète. J'ai d'abord commencé à travailler dans les centres hospitaliers universitaires à Paris. Ensuite, j'ai travaillé dans les maisons du diabète et de la nutrition à Nouméa et à Bordeaux. Et je me suis rapidement spécialisée aussi sur le digestif parce qu'il y avait un énorme lien entre justement les maladies auto-immunes comme le diabète de type 1, les maladies inflammatoires comme le diabète de type 2 et le digestif. D'accord, super, merci. Quel parcours, hein. Comme diététicienne, j'imagine que tu t'occupes beaucoup de l'alimentation, mais spécifiquement, quelle part l'alimentation peut avoir dans ce questionnement de diabète et dans ces maladies-là, que ce soit diabète de type 1 ou diabète de type 2? Pour le diabète de type 2, comme c'est une maladie qui est auto-immune, tous les spécialistes sur les maladies auto-immunes disent la même chose, hein. Il faut trois choses. Donc, il faut une sensibilité génétique, il faut une perméabilité intestinale et il faut des sensibilités alimentaires ou autres. Donc, du coup, l'alimentation a une place importante. Et pour le diabète de type 2, comme c'est une maladie inflammatoire, tout ce qui est alimentation qui va être anti-inflammatoire et qui va apaiser un petit peu tout ça, tout le système immunitaire inné, ça va soulager énormément les personnes, ça va tout de suite réguler les glycémies. C'est ce qui va être vraiment extrêmement efficace. Alors, il n'y a pas que l'alimentation, hein. Il y a l'alimentation, l'activité physique plaisir, la gestion du stress, le fait d'être plus heureux. Enfin, voilà, tout ça va jouer beaucoup sur l'équilibre des diabètes. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressée à cette question de gluten? Alors moi, je suis issue d'une famille auto-immune. Donc si tu veux, on est 13 si je compte les grands-parents, les enfants et les petits-enfants. Et sur les 13, il y a 9 maladies auto-immunes. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours un peu questionnée. Quand j'étais adolescente, mon père était médecin et je lisais, souvent je tombais sur le quotidien du médecin qui est une revue en fait. Et je me suis rendu compte que j'étais tout de suite attirée par ces articles-là qui parlaient de ce type de maladie auto-immune. Bah oui, parce que j'essaie de comprendre. Et ensuite, quand j'ai fait mon BTS diététique, on a parlé de gluten, mais juste sur la maladie cœliaque, en fait. Et après, ma mère ayant une polyarthrite rhumatoïde, elle s'est beaucoup intéressée au livre de Tati Louwers, qu'elle m'a fait découvrir, Nourriture vraie, gluten. Et à partir de là, on est tombé sur le livre du docteur Mouton, Écosystème intestinal, où il y a voilà, c'est une bible pour le digestif à lire tout de suite pour tous les thérapeutes. Ben, du coup, à partir de là, j'ai commencé à lire plein d'autres livres. Il y a, je sais pas, comment j'ai vaincu la douleur et l'inflammation chronique par l'alimentation, de l'agacé qui reprend un peu signalé. Il y avait Gluten de Julien Vénesson. Il y a Roger Mussy qui a fait un livre aussi sur les intolérances alimentaires, sensibilité alimentaire. Voilà, il y a plein de choses en fait sur le gluten. Et quand on est diététicien, voilà, dans son travail, on s'alloue 2 heures par semaine pour lire les études. Et du coup, on tombe sur des gens comme le docteur Volta, le spécialiste du gluten, ou Alessio Fasano. Voilà, en fait, il y a beaucoup d'études sur le gluten aujourd'hui. On sait beaucoup de choses. Donc, ça a permis d'avancer. Voilà, c'est vrai qu'on se posait beaucoup de questions. Et ma Oui. sœur, qui est sûrement une malade cœliaque qui s'ignore, en fait, a toujours été très mal enfant, retard de croissance, plein de problèmes. Et quand elle est partie en Asie, moi j'avais 16 ans, et elle est revenue, en fait, elle avait plus rien. Parce que Mhm. pendant un mois, elle n'avait pas mangé de gluten. Donc, elle s'est rendue compte de ça en rentrant. Et à partir de là, ma mère a mangé mon gluten, donc elle n'a plus besoin de médicaments. Et voilà, tout s'est fait comme ça, quoi. D'accord, donc c'est vraiment du vécu dans votre famille, un peu comme chez nous, pour des raisons différentes. Merci beaucoup pour ces pistes de lecture. Je pense que les spectateurs ils vont pouvoir piocher dans tous ces bons livres que tu as nommés, chacun suivant l'épaisseur du livre qu'ils souhaitent lire, parce qu'il y en a des petits, il y en a des plus grands, etc. Donc il y en a pour tous les goûts, ça c'est super. Donc est-ce que tu auras envie de partager avec les spectateurs certaines sources
qui t'ont influencé ou qui te parlent aujourd'hui par rapport à votre histoire familiale et par rapport à tes clients que tu accompagnes? Bah, à la base, ça part vraiment d'une absence de symptômes. Donc, il y avait, à l'époque, on parlait pas du gluten. Donc, c'était juste, voilà, les gens qui allaient pas bien, qui se mettaient à arrêter le gluten, qui allaient mieux. Voilà, il y avait que ça, en gros. Après, la sensibilité au gluten, c'est une maladie qui est connue depuis les années 80, mais qui est reconnue comme une maladie depuis très peu de temps. Je crois que c'est depuis 2010. Oui, je crois aussi que ça doit être 2010, oui. Ouais, donc voilà, il y a eu quand même pas mal d'années où il n'y avait pas grand-chose. Après, il y a eu la perméabilité intestinale avec la zonuline. Donc c'est vraiment donc ça, je l'ai découvert moi dans le livre du docteur Mouton, hein. Donc c'est la zonuline, c'est vraiment l'hormone qui serait la serrure en fait qui ouvrirait les portes de l'intestin. Et la gliadine du gluten serait une de ces clés en fait qui ouvre les portes. D'accord. Donc, du coup, en fait, si je comprends bien, tu ne pratiques pas particulièrement les tests d'intolérance. Tu proposes une période d'éviction pour que la personne, elle voit si ses symptômes, ils vont mieux avec la consommation ou en tout cas avec l'exclusion du gluten, c'est ça? Oui, parce que alors les tests, c'est toujours les minimums, c'est 22 tests, c'est 100 euros. Donc c'est toujours 100 euros à sortir. Et en fait, il suffit d'arrêter pendant 10 jours, éventuellement de reprendre après pour voir si vraiment il y a un gros effet. Alors on peut arrêter 10 jours, on peut arrêter un mois, on peut arrêter 3 mois. On n'est pas obligé de. Mais si on sent une amélioration des symptômes, il y a de fortes chances qu'il y avait une inflammation liée au gluten, une sensibilité. Et alors, du coup, si on revient un peu aux problématiques liées au diabète, est-ce que tu as fait, depuis que tu pratiques avec des personnes diabétiques, est-ce que tu as fait des liens entre la consommation du gluten et les symptômes liés au diabète? C'est pas chez tout le monde, mais quand justement on recoupe ces différents symptômes, je propose aux gens d'arrêter le gluten, bah, très souvent ça va mieux. En fait, les glycémies se régulent, ils vont avoir moins d'inflammation, puis en fait ils se mettent à dégonfler d'un coup très rapidement. Ça c'est très fréquent. Et puis voilà, moins de fatigue, mieux-être. Donc ils continuent en fait sur le sans gluten beaucoup plus facilement quand on se sent bien. Ah ben bien sûr, je pense que c'est toujours très encourageant le mieux-être qu'on peut avoir, en effet. Mais pas chez tout le monde. Pas chez Après, tout le monde, d'accord. Du coup, quels sont les cas où tu conseilles de manger sans gluten? bah, c'est vraiment ça, en fait. Si la personne vient me voir, on regarde ce qui va pas. Et si vraiment il y a trop de symptômes qui se recoupent par rapport aux symptômes de la sensibilité au gluten, ben, je vais proposer un sans gluten pour voir si ça améliore les symptômes. Ça, c'est pour le diabète de type 2. Pour le D'accord. diabète de type 1, les recommandations sont plus marquées, mais il y a peu de gens qui le savent. En fait, dans la population générale, il y a 1% de maladies cœliaques. En tout cas, pour l'instant, c'est ce qu'on pense être. D'accord. Et chez les diabétiques de type 1, ils sont 8%. Donc, il y a quand même une énorme proportion de personnes diabétiques de type 1 qui sont malades cœliaques. Et D'accord. normalement, quand on découvre quelqu'un qui a un diabète de type 1, on est censé lui faire un test de maladie cœliaque. D'accord. J'ai bien entendu, c'était 8%? 8%. Aujourd'hui, on a le chiffre de 8%, mais selon les sources, ça peut être plus. Mais pour l'instant, il y a 8% de diabétiques de type 1 qui sont malades cœliaques. D'accord. Donc, c'est quand même considérablement plus que dans la population par ailleurs, hein. Ouais. Et il n'y a pas que le diabète de type 1, il y a aussi tout ce qui est dysthyroïdie. Donc, Oui. les thyroïdies de Hashimoto, maladie de base d'eau, on est censé faire un test maladie cœliaque, Oui, oui, oui. voir s'ils sont Oui, pas. oui. Je pense que la plupart des livres qui traitent les maladies thyroïdiennes, notamment Hashimoto, bah forcément, ça commence toujours avec éviction gluten, en C'est la effet. première chose à faire. Alors là, on parle du diabète, mais c'est vrai Mm. que j'ai des patients qui ont des problèmes de thyroïde auto-immune et bah, on commence par ça en fait. Ouais. Ouais, ouais. Ça peut déjà faire beaucoup. Mais quels sont les effets positifs que tu as pu observer chez les gens qui ont sauté le pas et qui ont commencé à manger sans gluten?
Alors, il y a le sans gluten qui va diminuer l'inflammation. Donc, si on diminue l'inflammation, on diminue l'insulinorésistance. L'insuline va être beaucoup plus efficace. Donc, du coup, ça va améliorer les glycémies. Alors, il n'y a pas que le sans gluten, hein, ça va être une prise en charge vraiment globale, mais voilà, ça va vraiment agir sur le mieux-être. Donc, si on est mieux, si on est moins fatigué, ben, on va plus bouger. Donc, si on bouge plus, on va plus utiliser le sucre qui est dans notre sang. Donc, forcément, ça va être plus équilibré. Et voilà, ça peut vraiment valoir le coup, quoi. Donc, baisse des médicaments, disparition des médicaments. Encore une fois, pas que sur le plan sans gluten, mais sur la prise en charge globale. Mais du coup, au niveau alimentaire, hormis le sans gluten, quels sont les conseils de base que tu peux donner à, on va dire, pratiquement à toutes les personnes avec une maladie de type inflammatoire ou une maladie de type auto-immune? Alors, cuisiner maison, éviter les D'accord? produits transformés, utiliser des beaux produits de qualité, les nourritures vraies de Tati Lovers. On va avoir aussi le fait de choisir des aliments plutôt fabriqués à l'ancienne, comme le pain au levain. Le pain au levain par rapport au pain à la levure, sur les glycémies, ça n'a rien à voir. Alors moi, j'aime bien travailler avec la charge glycémique parce que j'ai utilisé Oui. pendant vraiment très longtemps et il y a vraiment beaucoup de points positifs en utilisant. Et sur les tables de charge glycémique, 60 grammes de baguette, ça va être l'équivalent de 9 carrés de sucre sur la glycémie, sur le sucre du sang, alors que le pain au levain complet, j'ai pas trouvé de pain au levain pas complet sur les tables, mais c'est 3 carrés de sucre. Oui, donc c'est Et 3 fois moins. 3 carrés de sucre, c'est 3 fois moins. Donc en fait, les gens, ils vont en manger beaucoup moins parce que ça rassasie. Leur glycémie va être beaucoup plus douce. Donc, ils ont besoin de prendre moins de médicaments. Donc, bah, forcément, il va y avoir moins d'hypoglycémie après. Enfin, je veux dire, Et du jour au lendemain, ça change. Mhm, C'est le mhm. petit déjeuner avec le pain au levain sans gluten. Les infirmières qui passent à domicile, elles sont obligées de baisser les doses, baisser les doses, baisser les doses. Oui. Donc, et je préviens tout le monde, fais attention. Bien sûr, Enfin, parce que du coup, les médicaments, ça suit, on est bien d'accord. On ne fait pas ça toute seule à la maison dans son coin parce que c'est quand même un peu plus complexe que ça. Et donc, notamment quand on a des médicaments, comme tu dis, il faut que quelqu'un suive pour que la dose de médicaments soit adaptée à l'alimentation de la personne. Et je pense que c'est là aussi, du coup, où on peut voir l'impact de l'alimentation sur, alors là, c'est concrètement sur la glycémie, mais sur le métabolisme en général. On a déjà commencé du coup à en parler pour les conseils. Donc, tu conseillerais de cuisiner à la maison, de prendre des produits bruts, des nourritures vraies comme Tati Lowers, elle les appelle. Et est-ce que tu as d'autres conseils pour quelqu'un qui débute dans le sans gluten? alors, ça dépend des gens. Il y en a avec qui on va faire du pas à pas. Donc, là où j'aime bien commencer, c'est par justement le changement du pain. Donc, proposer un beau pain au levain sans gluten, ou voire petit épeautre au début. Déjà, il y a déjà beaucoup d'améliorations. Et comme le petit déjeuner, c'est simple à mettre en place, c'est juste un repas, s'il y a peu de préparation, et que ça va agir tout de suite, bah, ça va motiver pour la suite. Et il y a moi, j'aime bien la farine de sarrasin parce qu'elle est simple. C'est vraiment la plus basique. On va l'utiliser dans tout ce qui est patata, dans les cakes. On va l'utiliser pour faire des quiches sans pâte. Enfin, voilà, ça va être des choses très simples à mettre en place et tout de suite, qui vont amener tout de suite des belles réactions, quoi. Mhm. Ça, c'est vraiment les deux premiers points pour le sans gluten. Après, sinon, ce que je fais, c'est que j'ai des listes et avec gluten et sans gluten. Et en fonction de ce que les gens mangent, ont l'habitude de manger, on regarde bah, par quoi vous pourriez remplacer. Donc, par exemple, si c'est des pâtes, ben, on va parler du riz, on va parler des, euh, des légumineuses, on va parler des pâtes de sarrasin, soba. Voilà, il y a plein de choses comme ça. On va regarder pas à pas ensemble et puis on construit la nouvelle liste de courses. Oui, tout à fait, parce que c'est pas le tout de manger sans gluten, mais en fait, il faut changer ses habitudes de course. Il faut savoir où sont produits
qu'on peut acheter. Et en effet, je ne sais pas si toi tu les conseilles, mais en tout cas, moi personnellement, je conseille de déserter les rayons sans gluten des supermarchés parce que c'est pas forcément la meilleure endroit pour pouvoir acheter des produits de qualité. Par contre, si on va dans le rayon qui n'est pas particulièrement sans gluten, mais on achète de la farine de sarrasin ou on achète du riz ou des lentilles ou je ne sais pas ce que tu as nommé encore d'autres comme alternative, bah là, en fait, on est sur les nourritures vraies, c'est-à-dire que des aliments qui ne sont pas transformés, qu'on peut tout simplement acheter et après cuire à la maison et du coup, à ce moment-là, on peut avoir les nutriments. C'est pas juste quelque chose qui remplit le ventre, mais véritablement qui aide le corps à mieux fonctionner en fait. Je suis allée à une conférence en journée francophone de la nutrition où j'ai bien expliqué que le régime sans gluten, c'était pas du tout un régime à carence nutritionnelle. Si on prenait des aliments non transformés, en fait, au contraire, on enrichissait sa densité nutritionnelle. Donc, il y a beaucoup plus de vitamines, il y a beaucoup plus de minéraux, il y a plus de fibres. Donc, c'est vrai que tout ce qui est légumineuse, patates douces, les céréales complètes, le quinoa qui est plein de protéines, le millet, voilà, tout ça, ça va apporter des belles choses. Donc, on n'est pas du tout carencé, au contraire. Et, euh, et de toute façon, quand on est thérapeute dans l'alimentation, qu'on soit diététicien, naturopathe, notre formation, c'est d'aider les gens à retrouver le plaisir de la cuisine avec des beaux produits, des vrais aliments qui font du bien. Donc, les aliments transformés sont des aliments de dépannage. Quand on prend en fait à peu près à 80% du temps, comme Isabelle elle explique, tous ces beaux produits bruts qu'après on cuisine à la maison, donc ça c'est 80% du temps, et le 20% du temps quand on n'a pas le temps ou alors il y a des circonstances qui nous empêchent de faire autrement, bah forcément on peut se rabattre sur ces produits de dépannage. Et alors est-ce que dans ta clientèle, tu as l'impression que c'est facile de trouver du pain au levain sans gluten? Alors, moi, je fais des consultations en ligne à distance et aussi sur Bordeaux. Donc, sur Bordeaux, c'est facile parce que j'avais envoyé un message sur les réseaux sociaux et j'avais eu la réponse, le retour de toutes les boulangeries qui faisaient du pain au levain sans gluten à Bordeaux de qualité avec plein de farines variées. Donc, dans les différents quartiers, voilà, il y a plein de petites boulangeries. Donc, pour Bordeaux, c'est facile. Pour d'autres villes ou villages, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, soit les gens font eux-mêmes leur pain et s'ils font du pain à la levure, bah, du coup, je les oriente vers des recettes de pain au levain ou vers l'Académie du sans gluten pour apprendre à faire du bon pain au levain. Et, euh, et euh, Est-ce que toi, tu fais ton pain? bah non, parce que moi, j'ai plein de bons boulangers. Mais ça fait partie des choses que j'ai envie de faire, mais que j'ai pas encore commencé parce que pour l'instant, j'ai pas trouvé ce temps-là pour l'instant. Je Oui, avec travaille. un petit enfant, oui, je comprends tout à fait que c'est peut-être pas le moment de se lancer là-dedans. Non, mais je sais très bien que peut-être l'année prochaine, hein, d'ailleurs, j'espère, ou dans 2 ans, je prendrai un cours avec toi pour faire un beau pain au levain. Tu vois, ça, c'est quelque chose qui me ferait plaisir de faire. Oui. Alors du coup, j'ai emmené pour faire envie quand même, c'est mon petit pain que j'ai fait ce matin. Alors c'est un pain de mie à la farine de millet et au levain de millet, tout simplement. Parce que en fait, moi, tu sais ce que j'aime, c'est que en fait que j'ai pas de travail. Donc je mélange le pain le soir, je le laisse reposer jusqu'au matin et le matin, en fait, je le cuis tout simplement. Donc, c'est super, hein. Il faut, pendant qu'on prend le petit déjeuner, le pain est cuit et après le soir, on peut commencer à manger. Alors, tu peux pas le sentir Non, du tout, mais les ça sentait quand même super bon. Et voilà, c'est un des pains que on peut commencer à faire très, très simplement et très rapidement parce que forcément, comme tu dis, le boulange, c'est quelque chose quand même qui peut être assez complexe, mais on peut commencer avec des recettes assez simples, assez faciles et on peut avoir des résultats comme ça assez rapidement sans aucun problème. Alors, ma mère a fait son propre pain. D'accord. Ouais, d'ailleurs, elle a mis énormément de temps à réussir à trouver. Et je crois qu'elle a arrêté. Maintenant, elle repasse chez un bon boulanger parce qu'il y a un nouveau bon boulanger à côté de chez elle. Mhm. Mais
c'est pour ça que ça vaut le coup parce qu'elle a perdu quand même des semaines, voire des mois à faire un bon pain. Donc, s'il y a quelqu'un qui nous dit tout de suite, bah voilà, comme ça, vous allez y arriver, je me dis, c'est plutôt pas mal. Après, il n'y a pas la démarche intellectuelle et personnelle, mais ouais, Et après, ce qui est ça super peut aider. intéressant aussi, c'est, toi qui t'intéresses aux recherches, il y a aussi beaucoup, beaucoup de recherches sur le levain. Et en fait, là, ce matin, j'en ai lu un que je connaissais pas. Et en fait, un chercheur s'intéressait à la question, mais qu'est-ce qui fait que on donne exactement les mêmes ingrédients à 15 personnes différentes et on va avoir 15 levains différents et 15 pains différents. Et en fait, oui, oui, tout à fait. C'est que bah forcément, quand on manipule tout, quand on pétrit, quand on mélange, bah, en fait, les micro-organismes qui sont sur notre peau, sur la main, etc., dans notre environnement, dans la maison, dans où est-ce qu'on habite déjà, bah, parce que forcément au niveau géographique aussi, il y a quelque chose qui change. Bah, en fait, exactement avec les mêmes ingrédients, bah, deux personnes différentes, ils vont pas avoir les deux levains pareil et forcément le pain non plus, parce qu'il y a la température, il y a le goût, il y a l'acidité, il y a plein, plein, plein de paramètres en fait qui peuvent changer par rapport à ça. Et donc du coup, ce que je trouve ça super intéressant là-dedans, c'est que chaque famille, comme dans l'ancien temps, chaque famille a son levain et a son goût qui va avec tout son environnement, en quelque sorte. C'est vraiment quelque chose de personnel. Après, bien entendu, on peut toujours partager le levain, c'est pas du tout un problème, mais de toute façon, le levain, il va s'adapter à son nouvel environnement. Et dans la fabrication du pain, c'est pas particulièrement la recette qui compte en fait. Tu peux avoir des recettes qui marchent pour une personne et qui marchent pas forcément pour une autre personne. Et ce que je dis toujours, c'est que j'essaie d'enseigner la personne qui vient comment faire son propre pain qui lui convient en fait. Et c'est pas juste une description, faites ci, faites ça, etc. 2 minutes, 3 minutes. Vous voyez bien la cuisine type Thermomix. Bah, en fait, faire du pain, c'est pas du tout ça. Ça marche pas comme ça. C'est avec les mains, c'est avec l'observation, c'est avec sentir le levain, s'il a faim, s'il n'a pas faim, etc. Plein de choses comme ça. Et donc, du coup, ça devient vraiment un processus vivant. Mais par contre, je te rejoins, il faut avoir du temps et de l'espace pour pouvoir le faire, hein, parce que c'est pas sûr que dans un quotidien où on travaille, on a des enfants, etc., ça peut rentrer facilement. Ou alors, il faut que les enfants ils soient un peu plus grands. Un petit peu plus haut. Il y a une personne que j'accompagne qui me fait penser un peu à ça parce qu'en fait, son fils arrive très bien à faire son pain au levain et elle fait exactement la même chose et il prend Bon, jamais. bah, écoute, merci Isabelle, merci beaucoup pour toutes ces informations. C'était super de pouvoir partager avec toi autour du pain, du sans gluten, de la diabète et toutes les questions passionnantes qui touchent à notre microbiote, à nos intestins. Ben, merci beaucoup, Gabriella, de m'avoir invitée. Avec plaisir. Et donc, moi, je dis aux spectateurs de l'Académie du Sans Gluten à très bientôt. Vous aurez l'occasion de rencontrer d'autres spécialistes, d'autres personnes qui vont venir parler du sans gluten et de la santé de leur point de vue avec leur spécialité. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.